Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à Haïti où les gangs prospèrent. 150 groupes armés procèdent à des enlèvements contre rançon, massacres, contrôle une grande partie de Port-au-Prince. Une insécurité qui s'ajoute à un contexte politique tendu, aggravé par l'assassinat du président Jovenel Moïse l'année dernière. Selon l'ONU, cette violence a précipité la descente aux enfers d'Haïti qui connaît la pire situation humanitaire depuis des décennies. Nous vous proposons ce soir un document exceptionnel dans l'enfer des gangs, un document réalisé par l'équipe des observateurs de France 24, un document que nous allons regarder ensemble avant d'en débattre avec nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jacques Nézy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles, auteur de l'affaire Petro-Caribé en Haïti, la corruption dans les pays du Sud entre la politique et la science, et c'est aux éditions Sidica France. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons également avoir par Skype Isabelle Mouniaman-Nara. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe des opérations à Médecins sans frontières et vous êtes donc avec nous par Skype. Nous attendons également Jean d'Amérique, qui est un poète haïtien qui devrait nous rejoindre. Maëva Poulet est avec nous. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Journaliste justement à l'Obs, journaliste à l'équipe des Obs de France 24. Vous avez réalisé ce document qui est une enquête. Vous l'avez réalisé avec Chloé Lauvernier. C'est une enquête sur les violences des gangs à Port-au-Prince. Alors tout d'abord, vous allez me dire pourquoi vous avez pensé justement faire cette enquête à Port-au-Prince en particulier. C'est le massacre à Cité-Soleil en juillet dernier qui vous a donné l'idée de le faire. Oui, tout à fait. Quand on s'est intéressé à ce sujet avec ma collègue et co-réalisatrice Chloé Lauvernier, c'était en juillet lorsque des violences ont éclaté dans le quartier de Cité-Soleil à Port-au-Prince. Selon une organisation haïtienne de défense des droits humains, le RNDDH, du 7 au 17 juillet, plus de 300 personnes ont été tuées à Cité-Soleil. Lors de ces affrontements, la population ne pouvait pas accéder à des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture. Et nous savions que des gangs étaient actifs en Haïti, mais le fait que de tels massacres puissent avoir lieu en fait dans la capitale nous a interpellés. On s'est demandé si ces gangs n'étaient pas en train de devenir hors de contrôle. Et ce sentiment finalement d'une situation hors de contrôle, c'est ce que nos observateurs nous ont confié. Donc nous avons notamment appelé des habitants du quartier de Cité-Soleil et d'autres quartiers de Port-au-Prince qui nous ont expliqué et on a voulu leur donner la parole, donc donner la parole en tout cas à des habitants de Port-au-Prince qui vivent au milieu de ces violences. Il faut bien expliquer que ce document a été fait entièrement à distance par l'équipe des Obs. Racontez-nous. Alors oui, la particularité de cette émission, c'est qu'elle est fabriquée entièrement à distance au service des observateurs de France 24. Nous travaillons avec un réseau de citoyens lanceurs d'alerte à travers le monde. C'est une méthode qui nous permet d'avoir accès, de révéler des histoires là où les journalistes ont parfois peu accès sur le terrain. Et pour réaliser cette émission, nous nous sommes appuyés donc sur notre réseau d'observateurs. Certains avaient déjà collaboré à l'émission des observateurs par le passé. Ce sont des membres de la société civile, des journalistes locaux, des citoyens. Et donc, nous avons travaillé avec ce réseau et de fil en aiguille, nous avons été mis en contact avec des victimes de la violence des gangs. C'est évidemment un travail qui prend du temps. Il faut expliquer notre démarche. Il faut aussi sécuriser ces témoignages. Donc, c'est pour cela que dans le document qu'on verra... Il faut vérifier les images. Tout à fait. On s'est appuyé en fait sur des images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des images qui sont diffusées par des citoyens ou par les membres des gangs. Pour cela, il faut les dater, les géolocaliser. Et donc, on travaille avec ce réseau, mais aussi avec des rapports d'ONG, de la presse locale et aussi des outils techniques qui nous permettent de géolocaliser ces images pour les vérifier. Quel est le sentiment qui prime ? Alors nous, de tous les témoignages qu'on a pu recueillir, on a vraiment eu le sentiment que c'était un sentiment d'impunité qui était vraiment là dans tous les témoignages qu'on a pu avoir. Il y a une parole d'un observateur à Cité-Soleil qui nous a marqué, qui nous a dit lors des affrontements à Cité-Soleil en juillet, les habitants attendaient une réponse de la part de l'État, des autorités, et cette parole ne venait pas. Et c'est donc ce sentiment d'impunité qu'on a retrouvé aussi chez une autre observatrice, habitante d'une zone qui s'appelle la plaine du cul-de-sac, où des affrontements ont également fait plus de 191 morts. Et elle nous disait, ces gangs n'ont pas peur de la loi, n'ont pas peur de la police. Et des observateurs nous ont dit, on a l'impression que finalement, ces gangs ont carte blanche, peuvent tout se permettre. C'était le sentiment de nos observateurs. Bon, on va regarder donc votre document que vous avez réalisé donc avec Chloé Lauvernier, avec l'équipe des Obs pour France 24. Dans l'enfer des gangs, c'est tout de suite. Des hommes qui exhibent des fusils d'assaut en pleine rue.
arrêtent des voitures sur la route de façon arbitraire et défient ouvertement les autorités. Nous sommes en Haïti, où plus de 150 gangs font régner leur loi. La plupart de ces groupes armés se trouvent à Port-au-Prince, la capitale. Ils contrôlent une grande partie de la ville, dont les principales routes. Fin octobre, ils bloquaient les accès du plus grand terminal pétrolier et du principal palais de justice du pays. Massacres, balles perdues, enlèvements. Les premières victimes sont les habitants. Des gangs sont actifs en Haïti depuis des années. Mais selon nos observateurs, ils sont aujourd'hui tout puissants. Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de quiconque, ils n'ont pas peur de la loi. Cette insécurité s'ajoute à un contexte économique et politique déjà tendu, aggravé par l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Depuis, le pays est dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, dont la légitimité est contestée. Comment expliquer la puissance de ces gangs et comment les autorités haïtiennes y font-elles face? À travers des vidéos amateurs et des témoignages souvent anonymes pour des raisons de sécurité, nous avons enquêté sur les violences des gangs à Port-au-Prince. Un tube légendaire et deux sœurs qui dansent, complices. En Haïti, cette vidéo est devenue virale après leur assassinat. Sherwood Sonji Desenclos avait 28 ans. Saraji Desenclos, 24 ans. Elles ont été tuées le 20 août avec leur mère, Josette Fils. L'assassinat des trois femmes s'est produit en banlieue de Port-au-Prince alors qu'elles se rendaient à l'université. Sur la route, elles ont été attaquées par le gang des 400 Marozo. Il n'existe pas d'image de l'attaque. Mais cette vidéo, tournée à l'arrivée de la police, montre le véhicule de la famille Desenclos en feu. Ce jour-là, Jean Simpson Desenclos a perdu sa femme et ses deux filles. Arrivé sur les lieux, la rue était totalement déserte. On pouvait voir seulement la carcasse de la voiture. Je n'ai retrouvé personne. Je suis allé dans une pompe funèbre faire le constat des corps. Les bandits ont voulu les kidnapper. Elles ont résisté et à ce moment-là, les malfrats ont fait feu sur les dames. C'est toute ma vie qui est partie en fumée. C'est toute ma vie. Ce drame a bouleversé les Haïtiens et fait réagir le Premier ministre. Je suis révolté par la nouvelle de l'assassinat de plusieurs compatriotes par des bandits armés. Je renouvelle ma ferme détermination à combattre sans répit l'insécurité. Les réactions au plus haut niveau de l'État sont rares. En Haïti, les autorités sont accusées de rester passives, même lorsque les gangs commettent des massacres à grande échelle. Du 24 avril au 6 mai, dans la plaine du cul-de-sac, le gang des 400 Marozo attaque celui de Chien Méchant. Au moins 191 personnes sont tuées. Les trois quarts étaient de simples habitants. Des rescapés ont pris la fuite. On a décidé de partir mardi parce que lundi soir, ça n'a pas arrêté une minute de tirer. La police est arrivée dans la zone juste après notre départ. Dans le quartier de Cité Soleil du 7 au 17 juillet, d'autres affrontements ont lieu. Ils opposent deux importantes coalitions de gangs. Le G9 En Famille et Alliés
dirigé par un ancien policier surnommé Barbecue, et le GPEP, dirigé par un homme qui se fait appeler T. Gabriel. Plus de 300 personnes sont tuées. Là encore, des habitants fuient les violences, mais aussi les pénuries dans le quartier, bloquées par les affrontements. Selon le Réseau national de défense des droits humains, une organisation haïtienne qui a documenté ces deux massacres, la police a adopté une posture non interventionniste. Le mutisme des autorités étatiques prouve pour nous, au RNDDH, qu'effectivement, il y a les gangs armés qui bénéficient de la protection, de la bénédiction des autorités étatiques. Et en plus de cela, on a l'impression que pour eux, la population civile elle-même doit se débrouiller alors qu'elle est prise entre ces gangs armés qui se font la guerre. Qui date où tu prends balle là? 3. Qui la joue? 15 ans. Qui soit à faire dans le moment où tu prends balle là? Pas de ma descendre. Je suis pour un bail dans le dos. On marche escalier? Oui. Cette adolescente a été blessée par une balle perdue. Elle a été filmée par notre observateur, l'un de ses voisins, à Solino. Dans ce quartier, les gangs ne s'affrontent pas directement, mais les habitants sont régulièrement touchés par des balles perdues. Il y a des gens qui se cachent sous leur lit pour se protéger des balles qui perforent les toits de leur maison. La plupart des toits sont en tôle, donc ça ne résiste pas vraiment aux balles. Parfois, il y a des blessés et même des décès. J'ai un ami, pendant qu'il était couché dans son lit, il a ressenti quelque chose de chaud qui lui est tombé sur la jambe. Il a vu que c'était un projectile et en regardant d'où ça venait, il a aperçu le trou dans le toit de sa chambre. Quelques jours après, on était ensemble à parler, à se faire des blagues dans la rue. On a entendu un bruit et c'est en regardant par terre qu'on a trouvé un autre projectile. Nous avons montré cette balle à un expert en balistique et celle-ci. Elles peuvent tuer à plus d'1 kilomètre et sont destinées à des armes de guerre. Sur les réseaux sociaux, les gangs exhibent ces armes avec fierté. Ici, on voit par exemple un fusil M16A2. Là, un fusil de type AK-47. Avec leurs armes, les gangs sont mieux équipés que la police. Les policiers meurent de manière générale lorsqu'il y a des affrontements entre les gangs armés et la police. Et aussi, la deuxième chose, c'est que en fait, c'est une police qui est souvent obligée de battre en retraite. La police est mal équipée en raison des restrictions imposées par les États-Unis concernant la vente d'armes à l'État haïtien. Un problème auquel s'ajoute son manque d'effectifs et des liens entre certains policiers et les gangs. Les gangs, quant à eux, se procurent des armes et munitions qui entrent illégalement en Haïti, pour la plupart en provenance des États-Unis. Pour acheter ces armes, les gangs peuvent compter sur l'argent qu'ils gagnent avec les rançons des enlèvements. Dans cette vidéo, le chef du gang, 5 secondes, nargue les autorités après avoir enlevé 38 personnes. Un de nos observateurs, que nous appellerons Patrick, a été victime d'enlèvement cette année dans l'ouest de Port-au-Prince. Il rentrait du travail lorsque des individus l'ont forcé à monter dans une voiture, puis conduit dans une cellule. Quand je suis arrivé à la cellule, j'ai pu trouver 10 autres personnes qui ont été enlevées. À partir du 5e jour, j'ai été bastonné. On m'a même introduit dans la bouche et une arme. Les menaces étaient constantes et je voyais la mort en face. En Haïti, entre janvier et septembre 2022, 755 enlèvements ont été recensés. Sur les réseaux sociaux, les publications signalant des cas de personnes disparues sont monnaie courante. Les enlèvements frappent toutes les catégories de la population et tous les quartiers. J'ai eu dans un premier temps à verser un montant en dollars et en gourdes, et puis un autre
notre montant est uniquement en dollars. Et ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 50 000 dollars. Non, cela va bien au-delà de ces montants. On a dû négocier et de montant X, on est passé à un montant et Y. Patrick a passé 1 mois en captivité avant d'être libéré. Comme beaucoup de victimes d'enlèvement, il n'a pas souhaité dire combien il a versé à ses ravisseurs. Pour payer ses rançons, beaucoup d'Haïtiens doivent organiser des collectes d'argent auprès de leur entourage. Mais l'argent des gangs vient aussi d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui cherchent des appuis lors d'élections. Nous estimons au niveau du RNDDH qu'il n'y a pas d'idéologie vraiment derrière ce lien qu'entretiennent les gangs armés avec ceux et celles qui sont au pouvoir. Nous pensons que c'est du mercenariat, ceux et celles qui dirigent le pays. Nous savons par contre qu'ils utilisent les gangs armés pour se maintenir au pouvoir ou pour se renouveler au pouvoir. Dans les quartiers où ils opèrent, les gangs rançonnent également les commerçants, les entreprises et paralysent ainsi l'économie. Partout dans le pays depuis fin août, des manifestations se sont multipliées pour dénoncer l'insécurité, le coût de la vie et demander la démission du Premier ministre Ariel Henry. Nous saluons le peuple haïtien pour résistance, pour courager la grosse bataille pour changement, pour la vie meilleure que aujourd'hui en après. Au milieu de ce chaos, certains chefs de gang, comme ici Barbecue, tentent de se faire passer pour des leaders politiques en dépit de leurs exactions. La primature et la police haïtienne n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien. Début octobre, le Premier ministre a appelé au déploiement d'une force armée internationale. Une demande rejetée par une large frange de la société haïtienne qui souhaite avant tout un changement de gouvernement dans l'espoir infime de sortir le pays de la spirale infernale. Ce document exceptionnel dans l'enfer des gangs. Isabelle Mouniaman-Nara, je voudrais démarrer par vous parce que vous revenez d'Haïti, vous êtes directrice adjointe des opérations Mouvement Médecins sans frontières. Pardon, bon, c'est un document terrifiant, franchement, qu'on vient de voir. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on est vraiment dans une descente aux enfers aujourd'hui en Haïti? On sait que les gangs ne sont pas nouveaux, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation inédite? Écoutez, je pense que le document retrace bien la réalité. Moi, j'étais à Haïti, je suis rentré il y a une semaine. La guerre de Cité Soleil qui est décrite du mois de cet été correspond tout à fait avec ce que nos équipes ont vécu aussi à Cité Soleil, puisque nous avons un hôpital dans Cité Soleil où nous avons pris en charge une partie des blessés. Effectivement, depuis 2018, on va dire que Haïti est vraiment sur une pente descendante. D'un point de vue sécuritaire, économique, crise politique majeure, sanitaire, et vient se rajouter, depuis le début du mois d'octobre, une nouvelle épidémie de choléra. Est-ce qu'il y a des personnels de MSF qui a été victime d'enlèvement ? Nous avons eu des incidents parmi certains de nos personnels, mais voilà, j'ai envie de dire que oui, nous en avons eu. Nous avons eu des incidents sur l'hôpital, tout autour de l'hôpital. On a dû évacuer l'hôpital 2 fois entre 2021 et 2022, retransférer des activités dans un autre hôpital que nous avons un peu plus loin, dans un quartier qui s'appelle Tabar. Donc oui, nous subissons aussi de plein fouet un peu cette situation, mais arrivons par le dialogue, par le fait que nous donnons accès aux soins à toute la population et à la communauté aussi de Cité Soleil, nous arrivons à être acceptés, tolérés par les gangs et pouvoir traiter les patients. Jacques Nessy, oui, allez-y. Non, mais juste pour appuyer que c'est vrai que ce qui se passe depuis le mois de septembre et depuis l'épidémie de choléra est plus qu'inédite, avec un pays loc qui dure. Bon, là, les gangs ont visiblement ouvert le port pétrolier, donc le carburant peut de nouveau être servi dans les stations-service, mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ramassage des ordures,
Et toutes les ordures bloquent les canalisations et ce qu'ils appellent les ravines. Et donc, les habitants de Cité Soleil vivent les pieds dans l'eau et dans les déchets. C'est ça aussi la réalité à Cité Soleil, mais dans d'autres quartiers aussi de la ville. Jacques Nessy, vous dénoncez, vous, dans un de vos livres, les scandales de corruption. On a vu un petit peu comment s'organisaient ces gangs. Ils rançonnent effectivement après avoir kidnappé des gens. Mais qui les soutient? Est-ce qu'il y a également des hommes politiques? Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je pense que la grille de lecture qu'on pourrait proposer, c'est de dire qu'il y a une forme de gouvernementalité haïtienne marquée par la recherche et l'accumulation des gains, et comme l'a souligné le reportage, c'est que c'est garanti par l'impunité. Donc il y a le chevauchement des domaines politiques, économiques, et qui tentent de tirer des avantages des situations de rente. Par exemple, il y a la vente de drogue, il y a la vente aussi d'armes, parce qu'on sait très bien Haïti ne fabrique pas d'armes. Toutes ces armes viennent des États-Unis en grande partie, et selon certaines enquêtes. Donc il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une combinaison de pratiques où il y a les hommes politiques associés aux acteurs économiques qui s'appuient sur des petits caïds, et eux aussi, ils font partie d'une sorte d'une chaîne où il y a donc la répartition des gains entre ces différents acteurs. Donc on est dans ce qu'on pourrait appeler l'économie criminelle qui est structurée autour de la recherche de gains et d'accumulation rapide. Économie criminelle qui a pris la place de l'État, c'est un peu ça? Oui, alors l'État, c'est la cause et en même temps la conséquence, puisque la faiblesse de l'État ajoutée à l'incapacité des acteurs économiques, des acteurs politiques aussi, de répondre à certaines souffrances sociales. Donc on voit bien, quand on regarde la trajectoire de tous ceux qui sont chefs de gang, ce sont des jeunes issus des quartiers populaires, donc qui sont des jeunes désœuvrés, mais qui ont eu à travailler avec des hommes politiques. On peut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont des loups solitaires, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec des hommes politiques parce que l'une des fonctions des gangs, c'était d'une part d'avoir une clientèle politique lors des élections et d'autre part d'étouffer toute contestation populaire dans ces quartiers, de faire en sorte que le régime en place se pérennise. Donc ils ont été utilisés au départ par les politiques? Absolument. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a, selon les enquêtes, aujourd'hui prouvent bien, et prouve bien qu'il y a des liens entre ces gangs et le pouvoir en place. D'ailleurs, on voit bien que le pouvoir en place n'a jamais, à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, ce pouvoir en place n'a jamais eu une politique véritable pour mater ces gangs. D'ailleurs, il reconnaît sa faiblesse, il fait appel à une force internationale, d'ailleurs. On va y revenir. Une idée qui a du plomb dans l'aile. Jean d'Amérique, vous nous avez rejoint, vous êtes poète. Bonsoir à vous. Vous avez écrit vous êtes auteur de Soleil à coudre. Ça, c'est votre dernier recueil, on peut dire roman, poète. Et vous avez reçu plusieurs prix. Vous avez créé d'ailleurs un festival qui s'appelle Transpoétique, un festival international à Port-au-Prince. Quand on voit, quelle est votre réaction quand vous voyez cela? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour la jeunesse? Vous avez 27 ans. Je pense qu'il y a un espoir parce que le peuple haïtien, il existe. Ce qu'on vient de voir là dans ce documentaire, je pense que c'est peut-être la preuve que l'État n'existe pas dans ce pays. Moi, j'ai 27 ans, j'en ai passé 24 en Haïti et je ne me suis jamais senti représenté par un État. Donc ce pays, c'est un peuple qui est abandonné, mais qui a toujours essayé de faire sa vie quand même. Quand je vois ces images, ça me raconte un État déchu et un peuple qui souffre de ça. Vous arrivez par exemple à organiser votre festival dans de telles conditions sur place? Le festival a été arrêté pendant 2 ans. Cette année, on l'a fait quand même. C'était dans des conditions assez difficiles, très compliquées, parce que d'un moment à l'autre, le pays peut être paralysé. Par exemple, cette année, on avait prévu des activités sur les 2 plus grandes villes du pays, Port-au-Prince et Cap-Haïtien. À Cap-Haïtien, on a dû annuler au dernier moment.
Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des mouvements de protestation qui ont déclenché, qui allaient déboucher sur les émeutes dans tout le pays. Et on a dû annuler au dernier moment. Mais on essaye de rester à l'écoute des battements du pays, de ce qui se passe, parce que ça nous concerne aussi. Et c'est à nous de dessiner le pays de demain dans lequel on voudrait vivre. Même vous vous sentez résistant un peu? L'histoire du peuple haïtien, c'est une histoire de résistance. Si j'ai hérité quelque chose de mon pays, de mon peuple, c'est une rage de vivre, un combat pour la vie. Et je crois que ce sentiment-là, il existe toujours chez les Haïtiens, chez les jeunes, même ceux et celles qui sont à l'extérieur, qui vivent à l'étranger, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. C'est souvent en attendant que ce pays, qu'il refasse surface dans la beauté et qu'il puisse enfin rêver. Qu'il puisse enfin rêver. Isabelle Mouniaman-Nara, ce qui frappe en tout cas, c'est intéressant d'écouter effectivement Jean d'Amérique qui parle d'espoir. Ce qui frappe, c'est quand même ce niveau d'impunité. C'est ce dont parlait la journaliste. La police n'intervient pas. Les juges, si j'ai bien compris, ne peuvent plus véritablement donner justice parce qu'ils sont coincés par ces gangs. Donc à quel moment, enfin, quelle solution est-ce qu'on pourrait trouver déjà? Est-ce que vous avez, vous, des pistes? Ce n'est pas forcément à Médecins sans frontières à trouver des pistes pour cette solution, cette crise politique, mais c'est vrai que le pays est complètement paralysé, la justice ne fonctionne pas, l'administration est quasiment au niveau zéro de l'activité. Et la population se retrouve à elle-même, à essayer de trouver des solutions. Juste pour rebondir sur ce que Jean d'Amérique disait sur l'espoir, c'est vrai que, Médecins sans frontières, ça fait 30 ans que nous sommes à Haïti. Personnellement, j'y vais depuis une quinzaine d'années assez régulièrement. Et il faut quand même souligner, moi je suis toujours frappé de voir aussi la résilience des Haïtiens. Et puis cette capacité aussi, alors nous, à Médecins sans frontières, nous sommes sur un accès humanitaire et médical, évidemment. Mais j'ai lu qu'il n'y avait plus de paracétamol, qu'il y avait vraiment des pénuries de médicaments. Alors, ce n'est pas nouveau, mais manifestement, en ce moment, c'est particulièrement dur. Non, c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. C'est vraiment dû à cette situation-là de blocage. Dans un pays où vous n'avez pas de carburant, donc vous n'avez pas de carburant pour faire tourner les générateurs des hôpitaux, et donc pas de générateur d'hôpital, donc pas d'oxygène. Voilà, c'est aussi ça la situation du pays. Pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Quand vous faites une opération dans un bloc opératoire, vous avez besoin des litres et des litres et de litres d'eau. Mais il y a quand même des Haïtiens qui gardent l'espoir. Pour avoir discuté avec non seulement nos collègues, nos staffs, des amis, il y en a beaucoup quand même qui veulent que cette situation change. Alors, on parle de cette intervention, de l'appel du président. De ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est plutôt des démonstrations contre, mais les gens veulent que ça change. Les gens veulent que ça change. Il n'y a pas d'école, l'université ne marche plus, alors que les Haïtiens, et notamment les médecins, les chirurgiens, les infirmières ont un niveau excellent. Et beaucoup de ceux qui ont les moyens quittent aussi le pays. C'est aussi ça aussi. C'est qu'il y a aussi une fuite des cerveaux à l'extérieur d'Haïti aujourd'hui. On va écouter l'ambassadeur haïtien à l'ONU, c'était en octobre dernier. Lui, il demande justement une intervention extérieure. On va l'écouter. Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Jacques Nézy, donc là, en fait, effectivement, il demande une intervention extérieure. Est-ce qu'il s'agirait plutôt, et vous le disiez d'ailleurs, que le Premier ministre, qui est contesté, on le sait, mais qui est toujours là pour le moment, d'ailleurs, est-ce qu'il va organiser des élections finalement ou pas? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième,
quand on parle d'intervention extérieure, ici, ça signifie quoi? Plutôt une intervention de l'ONU ou une intervention américaine, par exemple? Alors, pour répondre à votre première question, le Premier ministre, l'État ne peut organiser les élections parce qu'il faudrait trouver un consensus minimal avec les différents acteurs politiques et économiques. On voit bien depuis plus de 13 à 14 mois, ils tentent de trouver une issue. Et cette solution, on a du mal à la coucher pour le moment. Et puis la deuxième question... Donc pas d'élection pour le moment? Pour le moment, non. Parce que non seulement il n'est pas légal, il n'est pas légitime, mais il n'a pas un consensus minimal lui permettant, premièrement, de former le conseil électoral. Tout ça, c'est par consensus. Ensuite, d'engager le processus électoral, c'est-à-dire en donnant confiance aux différents protagonistes. Or, tel n'est pas le cas. Et pour envisager la question sur la force internationale, pourquoi cette force internationale, elle fait l'objet d'une désapprobation de la population et puis des différents observateurs? Parce que on craint que ce Premier ministre tire les avantages justement de cette force, étant donné qu'il n'a aucune légalité, aucune légitimité. Peut-être qu'il pense, en faisant venir cette force, il pourrait pérenniser son pouvoir. Onusienne, c'est ça dont on parle. Cette force, aujourd'hui, on a du mal à la cerner, à la définir. Parce que dans un premier temps, ce sont les États-Unis qui voudraient s'engager, mais on voit bien les États-Unis hésitent pour 2 ou 3 raisons. La première raison, je pense il y a aussi le traumatisme du syndrome de Mogadiscio. Quand on se rappelle en 1993, des soldats américains ont été traînés dans les rues de la capitale. Et ensuite, deuxièmement, il y a l'engagement ukrainien, je pense, qui pousse les Américains à ne pas avoir trop de regard pour ce qui se passe en Haïti compte tenu des enjeux géopolitiques. Ensuite, il y a le troisième aspect, c'est qu'il y a des risques élevés pour un échec de toute force internationale en Haïti parce que la situation, elle est immaîtrisable. On ne la comprend pas parce que les gangs, comme je disais tout à l'heure, ce sont des agents diffus qui ne sont maîtrisés ni par ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire les hommes politiques et les acteurs économiques. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Donc, ils sont complètement seuls et personne ne les maîtrise. Donc, on a l'impression, et les États-Unis qui disposent des moyens, parce qu'il faut le rappeler, 17 ressortissants américains ont été kidnappés par les gangs. Maintenant, les États-Unis souhaitent engager des moyens pour procéder à l'arrestation. Il y a un émissaire américain qui négocie. Mais on voit bien que les États-Unis n'ont pas encore la volonté de résoudre le problème, c'est-à-dire de prendre les taureaux par les cornes, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et puis pour revenir à la question de la force multinationale, maintenant on tente de confier comme étant, comme qui dirait, c'est une patate très chaude, et que les États-Unis confient, c'est-à-dire dans des logiques d'externalisation, au Canada. Et le Canada a envoyé même une mission en Haïti pour évaluer, pour essayer de définir cette mission. Mais on voit bien que cette mission se fait toujours attendre, et que du côté haïtien, c'est que là où c'est grave, c'est que, eh bien, c'est un attentisme complet. Et il n'y a aucune solution politique. Et le gouvernement, lui, il n'attend que cette force. Donc ça ne peut qu'empirer, Jean d'Amérique. Votre point de vue justement là-dessus, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une solution politique? Vous seriez favorable à une intervention extérieure, par exemple? Zéro, comme tous les Haïtiens. Les Haïtiens ne veulent pas de ces vendeurs de démocratie de pacotille qui croient pouvoir résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés dans notre pays. Quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? C'est que on a un gouvernement qui est illégitime, mais qui veut tenir le pouvoir quoi qu'il en soit. Ariel Henry, le prétendu Premier ministre, je pense qu'il dirige un pays imaginaire, peut-être, parce que les Haïtiens n'acceptent pas ce gouvernement. Et cette communauté internationale qui aujourd'hui veut proposer soi-disant des solutions, a toujours soutenu ce gouvernement. Donc, ça ne représente pas les aspirations du peuple haïtien. Donc la solution ne peut pas venir d'une intervention étrangère. Et les Haïtiens n'en veulent pas, ça on est sûr. Il faudrait qu'il organise des élections? Il ne peut pas organiser des élections puisqu'il n'est pas légitime d'être au pouvoir déjà. Je crois que le peuple haïtien, il a exprimé ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, entendre les gens de ce pays. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. Donc sait... quoi, une transition, passer à autre chose? Il y a plusieurs propositions qui ont été faites par la société civile, des gens qui se sont organisés pour proposer des solutions.
Mais puisque ce sont des solutions haïtiennes, donc qui n'incluent pas ce gouvernement de facto et qui n'incluent pas la communauté internationale, les États-Unis, le Canada, tout ça, ça n'arrive pas à passer parce que, voilà, donc on comprend où est le problème réellement. Et alors, quelle esquisse de solution vous y voyez, vous? Puisque la société civile, vous dites, a des propositions, mais ça n'aboutira pas. La solution, elle doit venir du peuple haïtien. Il n'y a que de cette manière qu'on peut sortir de cette crise, parce que c'est aux Haïtiens de décider eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de ce pays. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Canada. Isabelle Mouniaman-Nara, ça voudrait dire sortir complètement de ce système que décrivait Jacques Nessy, qui est une sorte de système quand même corrompu, avec beaucoup de complicité entre le pouvoir actuel et ces différents gangs. Mais comment on casse ce système ? Écoutez, je pense que la solution est quand même extrêmement compliquée. J'entends ce que les deux invités disent, mais évidemment que la solution doit venir des Haïtiens. Mais aujourd'hui, les Haïtiens seuls, concrètement, je ne vois pas comment la situation va changer. La moitié du pays est contrôlée par des gangs. Vous ne pouvez ni faire, ne pouvez pas faire rentrer du fret, à part des armes qui rentrent complètement illégalement dans le pays. Les gens sont terrorisés de sortir chez eux tous les jours pour aller au travail. Les écoles ne fonctionnent pas. L'administration ne fonctionne pas. Il y a bien un moment où il faut que tout le monde se mette sur la table et discute et trouve une solution. Il va falloir qu'il y ait de l'aide qui vienne de l'extérieur. Après, voilà, il y a beaucoup de discussions sur cette force internationale. Personne n'a aucune idée du mandat qu'elle aurait ou qu'elle devrait avoir. Évidemment qu'on a tous en mémoire la MINUSTAH et les difficultés qu'il y a eu pendant ces 17 années où elle était en maintien de la paix sur Haïti. Mais je ne vois pas comment la situation changera s'il n'y a pas une intervention extérieure bien définie, maîtrisée, accompagnée, où les Haïtiens ont une place primordiale, certes, mais aujourd'hui, la solution ne pourra pas se faire magiquement. Ce n'est pas possible. Jacques Nessy. Oui, ce qu'on pourrait indiquer, les Haïtiens tentent depuis plus d'une dizaine de mois, tout de suite après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Oui, parce qu'on n'est pas revenu, juste un mot sur cet assassinat. On ne sait toujours pas qui l'a tué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une enquête, mais on n'en a pas les résultats. Oui. Il a été assassiné chez lui, je rappelle, c'était... Voilà. Il y a des larges soupçons qui pèsent d'ailleurs sur ce Premier ministre, mais qui est ce Premier ministre, Ariel Henry, qui a l'aval, il faut le dire, du gouvernement américain, puisqu'il a été nommé par un tweet de la représentante de l'ONU en Haïti. Donc, c'est-à-dire, il est toujours soutenu et par les Américains et par les Nations Unies. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, il faut le dire, les Haïtiens tentent de trouver une solution, mais la solution qu'ils proposent ne reçoit pas l'aval, l'approbation des États-Unis d'Amérique. Puisqu'il faut le dire, certes, il y a le Corps Group qui constitue une sorte de club oligarchique et qui domine en Haïti, mais ce sont les États-Unis qui prennent les décisions. Qu'est-ce qu'ils proposent qui n'obtient pas l'approbation des Américains? Eh bien, ce qu'ils proposent, c'est le départ d'Ariel Henry, et il y a ce qu'on appelle des acteurs de la société civile qui sont réunis à travers les différents accords, notamment l'accord de Montana, qui propose un Premier ministre, un président de la République. Puisque le Corps Group ne veut pas qu'il y ait un président de la République aujourd'hui qui remplace Jovenel Moïse. Donc il y a toujours ce Premier ministre, mais en principe, qui exerce les deux fonctions, de Premier ministre et de président de la République. Bon, alors, les États-Unis d'Amérique n'adhèrent pas à la solution proposée par la société civile. Maintenant, ça traîne encore, et entre-temps, la situation sécuritaire se dégrade. Alors, ce qu'ils proposent, notamment tous les experts haïtiens de la sécurité, proposent qu'il y ait une assistance internationale à la police nationale. C'est vrai que la police nationale n'a ni les moyens, ni la capacité de mater ces gangs. Donc, il faudrait un accompagnement. Donc, ça veut dire un renfort de policiers venus, par exemple, des États-Unis, mais d'autres pays également. C'est ça. Une force internationale pour aider la force policière sur place. À condition c'est-à-dire de constituer un corps d'élite et de se débarrasser des principaux ripoux, parce qu'il y a beaucoup d'agents de la police nationale qui sont aussi des alliés des gangs. Donc, il faudrait s'en débarrasser. Donc, constituer une force internationale qui accompagne la police nationale et non
une force imposée de l'extérieur. Parce qu'on a vu l'échec de la MINUSTAH, et puis on a vu aussi les Américains en 1994 aussi. C'est ça, on se souvient de la présidence de Bill Clinton avec cette intervention américaine. Voilà, tout ce mouvement d'intrusion à la tête duquel se trouvent les Américains n'a abouti qu'à la faiblesse de l'État et à ce qu'on observe aujourd'hui. Jean d'Amérique, votre point de vue justement sur... Là, on parle peut-être d'une coopération policière. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez accepter, vous? Bon, ce que je dirais qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas penser une solution à la crise haïtienne où les Haïtiens n'ont pas le premier rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que je vois dans l'actualité, ce sont les ministres des Affaires étrangères canadiens et états-unis. Il y a des sanctions qui ont été prises, me semble-t-il, aussi contre un certain nombre de personnalités politiques par les Américains et les Canadiens. Bon, là, contre un sénateur et un ancien sénateur, c'est ça, ça à quoi vous faites allusion? Il y a eu quelque chose comme ça. Il y a l'actuel président du Sénat et un ancien président du Sénat. Mais il faut le dire, c'est que les Américains ont été sanctionnés donc, il y a peu de temps par les États-Unis. Les Américains connaissent tous ceux qui vivent de l'économie criminelle, c'est-à-dire ils ont leur dossier, etc. Donc ils auraient pu, je ne sais pas, parce qu'ils ont un accord signé avec Haïti permettant d'aller juger aux États-Unis d'Amérique le personnel politique haïtien est accusé de délits ou des crimes de drogue et trafiquants tout genre. Donc cette fois, mais on voit bien les Américains utilisent cette façon de dénoncer comme étant une arme politique, on dirait sous forme de chantage. Donc ça ne marche pas ces sanctions, c'est ce que vous dites, où il faudrait faire différemment? Oui, ils annoncent qu'il y a 140 personnes qui sont sur la liste, mais on voit bien que ce n'est pas le meilleur moyen, ce n'est pas le moyen le plus efficace pour agir. Isabelle Mouniaman-Nara, ces sanctions, c'est plutôt même contre-productif, vous aviez l'air de dire. Contre-productif? Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça que je disais. Mais les sanctions, par exemple, contre la vente d'armes illégales existent aux États-Unis, en Haïti depuis 1994. Elles ont été réaffirmées à l'encontre de barbecue, là, récemment, mais ce ne sont pas que les sanctions. Il faut aussi que les Américains contrôlent leur port de Miami, mettent aussi un peu plus les moyens là-dessus. C'est quand même hallucinant de voir toutes ces armes de guerre qui sont aujourd'hui à Haïti. Et on a vu, nous, d'un point de vue médical, et on essaye de documenter un peu mieux ce changement, on a vu le shift de la typologie de certaines blessures de nos patients. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment des munitions de guerre qu'on ne voyait pas à Haïti avant. Donc oui, il faut des sanctions, il faut de la volonté, des deux côtés, il faut de la volonté, il faut que les choses changent avec et pour les Haïtiens. L'avenir? Je pose la question à Jean d'Amérique, bien sûr. L'avenir, il est dans le point levé du peuple haïtien, j'y crois. Et c'est à lui de dessiner son avenir. Et pas à des non-haïtiens qui sont dans leur bureau aux États-Unis et au Canada de décider l'avenir pour les Haïtiens. Alors pour ça il faudrait qu'ils se soulèvent encore plus. On sait qu'il y avait beaucoup de manifestations d'ailleurs avant l'assassinat du président Jovenel l'année dernière. Et ça va continuer, il faudrait qu'ils manifestent plus, il faut qu'il y ait une rébellion plus forte. La population a posé vous faites dans vos mots, avec vos mots, puisque vous êtes poète, mais il faut en plus le faire dans la rue. La population a posé beaucoup d'actes qui prouvent qu'elle veut un changement. Maintenant, est-ce que ce changement va arriver? Oui, moi j'y crois parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de ce marasme. Si on continue à bafouer toutes les revendications de ce pays, au final, il n'existera plus. Donc, à un moment donné, il faudra entendre ces voix et aussi faire des actions radicales, comme c'était le cas récemment dans le soulèvement populaire qu'il y a eu. Je pense que c'était un message fort. Mais là, on a l'impression qu'avec les gangs, les gens ne peuvent même plus se soulever. Si? On a cette impression, oui, parce que ces gangs paralysent le pays, mais c'est très lié à... On vient de le dire ici sur le plateau, on vient d'entendre dans le documentaire, ces gangs sont intimement liés à l'État et aux élites de ce pays. On sait d'où viennent les armes, on sait qui les font entrer dans le pays,
Donc, si on a envie de les bloquer vraiment, on peut. Vous ne désespérez pas, en tout cas. Merci. Jean d'Amérique d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jacques Nézy. Merci à vous Isabelle Mouniamon-Nara. Et puis merci donc à nos journalistes de l'Obs. Vous pouvez revoir ce document, les gangs d'Haïti, pendant le week-end. Vous pouvez le revoir également sur www.france24.com, sur notre site internet en français et en anglais et aussi en arabe. Voilà, c'était tout pour cette émission sur Haïti. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Et puis bon week-end à tous.